Nous sommes mercredi 17 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Passation de service à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme met en garde le procureur spécial Ali Touré. Alphonse Charles Wright n'est pas content de la gestion des dossiers. Le garde des Sceaux menace et rappelle qu'il ne tolérera aucun acte douteux. Nous ferons un focus sur la route nationale Kissidougou-Kankan. Des travaux à l'arrêt depuis plus de 2 ans maintenant empêchent la libre circulation des usagers. Partagés entre un nuage de poussière et le mauvais état de la route, ils vivent un véritable calvaire. Vous le verrez dans le reportage que nous vous proposons ce soir. Et dans la rubrique invité du journal, nous parlerons essentiellement de santé avec Dr Abdoulaye Kaba, coordinateur national de la Coalition nationale des professionnels de santé, évaluateur indépendant de la santé au compte de la société civile et gestionnaire de nombreux hôpitaux. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF? La juridiction est-elle en train de perdre la confiance de l'opinion quant à sa gestion ou sa capacité de relever le défi de lutte contre la corruption? En tout cas, le ministre de la Justice n'est pas satisfait de la gestion des dossiers par le procureur spécial de cette juridiction. Alphonse Charles Wright a même mis en garde le procureur Ali Touré. Ansobaïlo Baldé, Mariama Bouibari. Insatisfait du bilan de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dénonce. Aujourd'hui, tout le monde est déçu de la CRIEF. C'est ça la vérité. Le bilan est très lourd. Moi, je reçois les notices. Toutes les juridictions déposent des notices. Mais ce qui ressort des notices, c'est qu'il y a l'incompréhension totale dans le traitement judiciaire des responsables des dossiers. C'est ça la vérité. Y a-t-il eu acte de corruption dans le traitement des dossiers judiciaires inscrits à la CRIEF? Devant le procureur spécial près la juridiction, Alphonse Charles Wright confirme. On a déposé des photos de certaines personnes qui se sont retrouvées dans la maison des personnes poursuivies. Des téléphones et autres, on en a plein dans les jours à venir. Je l'ai dit à tout le monde. On envoie des invitations à des privés. Ce n'est pas le rôle d'un magistrat de la CRIEF. Moussa Ali, ne faites pas la différence entre ce que le régime d'Alpha Condé a fait et ce que le CNR est en train de faire. Que ce soit qui que ce soit, aujourd'hui en fonction, il faut que le peuple sache que vous travaillez dans la neutralité. Qu'on ne donne pas le sentiment que ce sont seulement les gens du régime d'Alpha Condé qui doivent être poursuivis. Non! Je parle de tous les délinquants financiers, qui qu'ils soient. Le garde des Sceaux donne des conseils à Ali Touré afin d'éviter la corruption dans sa mission. Monsieur Ali Touré, je vous ai dit, et maintenant encore, je répète, la CRIEF n'est pas une juridiction faite pour une catégorie sociale. Il faut le traitement équitable de tous les dossiers et toutes les personnes qui comparaissent devant cette juridiction. C'est ça la bonne administration de la justice. Mais nous voyons certains dossiers qui montent à l'escalier, d'autres montent à l'ascenseur. 2 poids, 2 mesures. Monsieur le procureur, je vous ai à l'œil. J'ai appris à regarder tout le monde sans parler. Dans ces derniers temps, moi, je ne parle pas et je ne parlerai pas. Je me dis, tous méritent ma confiance et mon respect. Mais je serai intraitable face à la corruption. Avec des remuements de la tête, Alphonse Charles Wright a terminé sa colère par une note de déception envers le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ali, faites arrêter l'hémorragie financière.
Sali. Sali. Merci beaucoup. Restons toujours à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le nouveau président Kova Zoumanegui a été installé dans ses fonctions. Il succède ainsi à Noël Kouloumou. La passation de service a eu lieu ce mercredi en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Amara Bangoura, reportage. La Cour de répression des infractions économiques et financières a un nouveau président. Francis Kova Zoumanegui prend fonction et remplace ainsi Noël Lama, aussi rappelé à d'autres fonctions par décret présidentiel. Je m'engage vivement à mériter cette confiance avec le concours de mes collègues par la grâce divine. Il est inutile de rappeler qu'être magistrat nécessite suffisamment de sacrifices. En particulier, celui d'être courageusement ferme sur l'application de la loi à l'égard de ses propres envies, des siens, de ses parents, savoir père et mère, des proches et amis, de même que vis-à-vis des autorités à tous les niveaux. La CRIEF a été créée le 2 décembre 2021 pour moraliser, dit-on, la vie et la gestion publique. 2 ans après, quel bilan depuis sa mise en place? Le président sortant ne saurait s'en réjouir, mais s'assume. Tous ces facteurs énumérés, ainsi que d'autres éléments non des moindres, ne pouvaient qu'aboutir aux yeux des populations à un bilan naturellement mitigé des 2 premières années d'expérimentation de la Cour. En ma qualité de premier responsable de cette Cour, j'assume humblement, sereinement, mais totalement ce bilan et vous demande de ne pas en rougir. En termes de recommandations, le nouveau président souhaite envers le ministre l'affectation d'un pool d'assistants techniques pour faciliter dans l'urgence une lecture saine des faits à examiner. Comme perspective, Francis Kova entrevoit la création d'un site approprié pour une meilleure diffusion des décisions rendues par la CRIEF à l'effet de les rendre accessibles à tous. Justice toujours, le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine avec la comparution des témoins. Ce mercredi, c'est l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Fodeba Istou Kera, qui a apporté son témoignage. 10 jours après les tueries, il dit s'être rendu au stade où aucune trace de sang n'était visible. Mamadou Tanouba. Fodeba Keïra était le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune le 28 septembre 2009. Le stade où s'est passé le massacre relevait de son département. L'ancien ministre a expliqué n'avoir reçu aucun courrier venant des organisateurs de la manifestation. Le ministre qu'il était alors ne s'est rendu que 10 jours après les événements sur le lieu du crime et qu'il n'avait pas vu du sang sur le mur. Qu'au lendemain des malheureux événements survenus au stade, il a donné des instructions au directeur général Petit Souri de laisser les choses en l'état pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Fodeba Keïra a été interrogé par le président du tribunal sur la rénovation du stade après les tueries. À ce niveau, il a expliqué que c'est un mois après que la société Guico-Presse a entrepris des travaux de réparation des endroits endommagés. Moussa Dadis Camara est poursuivi pour, entre autres, pour non-assistance à personne en danger, dissimulation de preuves. Son avocat, maître Djokame Haba, s'est basé sur ce chef d'accusation pour prouver le contraire avec le témoin. On ne peut pas encore une fois, en l'état actuel de cette procédure, indiquer au-delà de tout doute raisonnable, comme la loi le dit, que le président Dadis a participé directement ou indirectement dans la commission des faits pour lesquels il est renvoyé par devant ce tribunal. Voilà tout. L'avocat de l'accusé, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, a décelé une contradiction entre le procès verbal du directeur général du stade, Ibrahim Sori Keïta, qui déclare qu'il y a eu des travaux de nettoyage sur la scène de crime au lendemain des tueries. Une déclaration que le témoin Fodeba Keïra a formellement niée. Il dit que face au constat résultant de la présence d'une grenade, il
était avec des policiers qui ont appelé ce que celui-ci a appelé à considérer être les services compétents du camp Alpha Diallo. Et que le lendemain, tout le stade a été nettoyé. Donc, ça veut dire que les traces du massacre du 28 septembre ont été effacées et de façon délibérée. Pour les avocats de la partie civile, le témoignage de l'ancien ministre Fodeba Keïra est loin de refléter la vérité. La manifestation pour la levée des restrictions des réseaux sociaux et le musellement de la presse à l'appel du syndicat des professionnels de la presse de Guinée est prévue ce jeudi, soutenue par plusieurs organisations syndicales et structures de la société civile. L'opération est dénommée Déferlement humain sur Conakry. Mais que pensent les journalistes à quelques heures de cette action du SPPG? Suivant quelques réactions au micro de notre reporter Amara Bangora. Je crois que c'est une manifestation légitime qui pourrait réellement peut-être amener les décideurs, les autorités à revoir leur façon de faire, c'est-à-dire tous ces agissements aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de ces médias qui ne dépendent que de l'Internet. Si je prends par exemple les médias en ligne, ils ne peuvent pas travailler sans Internet. Et aujourd'hui, avec cette restriction, il y a plusieurs médias qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Et en plus de ça, le brouillage des ondes, vous voyez, l'information quand même, c'est un droit. Vous savez que quand un média est restreint ou suspendu, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, ce sont les travailleurs de ce média ou de ces médias qui sont envoyés à un congé forcé. Alors là, ils sont dans leur plein droit de réclamer le droit de leurs confrères, surtout réclamer la liberté d'expression. Parce qu'ils savent aussi que quand les gens se mettent dans ça, ils vont respecter la loi. Politique dans ce journal, le mouvement national Notre Tour à sa tête, le président du parti Guinée Unie pour l'intégrité et le développement exige le retrait de la vieille classe politique guinéenne. Il prévoit une marche blanche le 27 janvier prochain, une démarche diversement appréciée par des acteurs sociopolitiques. Mama Aïssa Tatawal Kamara. Près de 100 000 jeunes sont attendus dans les rues de Tombolia le 27 janvier prochain. C'est du moins ce qu'a annoncé Ibrahima Tenemba Kourouma, le président du parti Guide. Il souhaite marcher pour libérer la politique guinéenne des mains des anciennes figures. Aujourd'hui, le peuple de Guinée regrette son passé politique et ce passé a été animé par ces ténors. Mais négativement, et le peuple aujourd'hui n'est pas du tout solidaire à ça, parce que le peuple veut maintenant une nouvelle vision politique basée sur le patriotisme, basée sur le rassemblement, basée sur l'union. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il est temps pour les ténors-là de vraiment excuser maintenant le terrain politique. Comme dit Ahmed Sékou Touré dans le temps, qu'il y a une dernière révolution qui reste en Guinée. Il s'agit de la révolution juvénile. Donc nous avons vu qu'il est temps pour nous de s'approprier du combat de cette dernière révolution afin de pouvoir renouveler la classe politique et aussi pouvoir réinventer l'avenir de notre pays sur le chemin du développement et sur le chemin vraiment de l'émergence. Le directeur de la cellule de communication du parti PADES, quant à lui, ne partage pas cet avis. Pour lui, c'est une affirmation grave venant de ce jeune leader. Grave en ce sens où on ne peut pas se substituer à la place du peuple. Il n'y a que le peuple pour décider à travers les élections de celui qui doit se retirer finalement de la politique guinéenne. Si on se souvient, depuis le régime défunt, on entend parler de la promotion des jeunes. Attention, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a certains de ces jeunes qui ont fait pire que ceux dont on pense aujourd'hui comme des vieux et qui devaient se retirer sur la scène politique guinéenne. Plus de 5 000 mouvements de Conakry à l'intérieur du pays adhèrent à cette initiative, selon le président du parti Guide. Pour lui, il est temps que la jeunesse guinéenne s'affirme.
Parlons à présent du secteur de la santé avec notre invité de ce soir. Il est médecin de profession et coordinateur national de la coalition des professionnels de santé. Dr Kaba, bonsoir. Améliorer l'état de santé des populations, le gouvernement élabore une lettre de politique nationale de santé assortie d'un plan national de développement sanitaire que nous appelons PNDS. Quel est l'état d'exécution de ce plan à date? Vous savez, le PNDS, c'est un projet qui a été ficelé par le gouvernement avec les partenaires pour au moins contrôler notre système de santé. Pour que au moins tout ce qui est lié aux engagements soit tenu. Mais aujourd'hui, dans le PNDS, il est dit que le gouvernement doit s'engager à aller, c'est-à-dire en termes de budget, les 15% du budget national doit être alloué au secteur de la santé. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, nous sommes entre 5 à 8% d'engagement. Et en dehors de ça, le fardeau de la santé est supporté par nos populations. Si on vous dit que les ménages représentent au moins 66,1% des charges liées à la santé, tu ne peux pas comprendre. Alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. C'est-à-dire on devrait aller à la couverture santé universelle. Et pour aller vers ça, il faut impérativement faire la mutualisation de nos systèmes de santé. Et l'élan de mutualisation, c'est de faire la promotion des mutuelles de santé. Je vous dis que c'est regrettable que notre taux de mutualisation, c'est-à-dire la pénétration en termes de mutuelles de santé, est aux alentours de 5%, voire même 7%. C'est inacceptable, alors que ça devrait aller au-delà de 70% et que les 30% devraient être pris par l'État. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la coalition nationale des professionnels de santé, évaluateur indépendant de la santé au compte de la société civile. Je vous le disais en titre, direction Kissidougou. Là-bas, les citoyens sont confrontés à un problème de route. La route nationale qui relie la commune de Kissidougou à la ville de Kankan se trouve dans un état de dégradation poussée, des trous béants. En passant par la poussière, les usagers de cette voirie vivent un véritable calvaire. En 2021, les travaux de bitumage avaient pourtant démarré avant de les arrêter quelques mois plus tard. Je vous propose de suivre ce focus réalisé par Alassane Fofana et Ibrahima Alassane Kamara. Un nuage de poussière à perte de vue. Nous sommes dans le quartier Kankankura à Kissidougou. Cette route escarpée relie la ville de Kissidougou à Kankan. Elle traverse également la presque totalité des sous-préfectures de Kissidougou, assurant la transaction des produits agricoles des paysans. Ici, la poussière règne en maître absolu. Joma est un chauffeur de minibus. Les difficultés qu'il rencontre sont énormes. Nous avons assez de problèmes sur cette route. Nous souffrons beaucoup. D'ici jusqu'à Banankoro, la voie est dégradée. Il y a assez de trous. Distante de 197 km, le projet de bitumage de cette route a été lancé sous le régime Condé. En 2021, l'entreprise Belco Sarl a pris les commandes du projet pour achever les travaux. Mais le constat est alarmant. Inutile de rappeler l'atmosphère dans cette portion de la Guinée. Cette dame qui cuisine dans ces conditions ne sait plus à quel sein se vouer. Nous avons des inquiétudes par rapport à cette route. La poussière nous fatigue beaucoup ici. Tous les jours, nous sommes allumés. Si nous disons que cette route nous donne la paix du cœur, je vous aurais menti. Pendant la saison pluvieuse, la poussière cède la place à la boue. Des cas d'accidents sont de plus en plus récurrents. La circulation, quant à elle, devient un véritable calvaire. Et lorsque c'est la saison pluvieuse aussi, la boue fatigue beaucoup les riverains de ces quartiers parce que la circulation devient difficile. Les accidents de circulation se multiplient pendant la saison pluvieuse. Donc voici entre autres des problèmes
auxquelles, en tant que riverains et citoyens, nous sommes confrontés dans ce quartier. L'exécution des travaux routiers en Guinée est devenue une véritable préoccupation. À l'image de Kissidougou, plusieurs autres préfectures sont confrontées à la même réalité. Autre élément de ce journal, les perles de hanche appelées baya en langue vernaculaire Soussou sont de plus en plus convoitées de nos jours. Pour certaines femmes, cet accessoire qui est aujourd'hui une tendance leur permet de communiquer, de se rendre belles et de plaire à leurs partenaires. C'est un reportage de Adama Silla. Les perles, généralement mises au niveau des hanches, étaient utilisées autrefois pour cacher l'intimité de la femme africaine qui ne portait pas de lingerie. Mais de nos jours, elles sont devenues une tendance, une arme de séduction. Avant, nos grands-parents considéraient les perles de hanche, mais la nouvelle génération ne la considère pas. Mais Dieu merci parce qu'une coutume ne se perd pas. À présent, les filles ont recommencé à l'utiliser à nouveau. Les perles, c'est comme un médicament. Les femmes mariées l'utilisent pour séduire leur mari. Si tu veux prendre soin de ton homme, il faut mettre les bayas. Je dirais à toutes mes copines de le mettre. Acha Kamara est l'une des nombreuses dames qui utilisent ces perles. Ici au marché Matoto, elle se lance à leur recherche. Oui, je viens d'acheter le baya parce que le baya est très important, c'est pour la séduction. Donc le plus souvent quand je suis avec le monsieur, j'utilise le baya. Et puis actuellement, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent. Ces perles sont revendues dans la plupart des marchés de Conakry. Le prix qui varie entre 10 000 à 20 000 francs guinéens n'affecte pas la convoitise. Depuis 2 mois, Kadiet Souma est dans ce business. J'ai vu mes copines le revendre, c'est pourquoi j'ai commencé ce business aussi. Il y a 2 pour 15 000, pour 5 000, tu peux gagner 300 000 par jour. Chacun a son prix si tu sais le revendre. Porter des perles est une pratique très ancienne qui refait surface. Elle fait l'objet de convoitises et représente un véritable business de nos jours. Et puis, le groupe acrobatique guinéen Circus Baobab est de retour à Conakry après 2 ans de tournée internationale. Cette compagnie artistique qui ambitionne de construire une école de cirque en Guinée poursuit ce rêve à travers des pas de danse traditionnels et autres. Elle arrive à vendre le tricolore guinéen. Fatoumata Kane. Après 2 ans de tournée européenne, la compagnie Circus Baobab est de retour au pays. Ce groupe d'acrobates guinéens s'est produit sur de nombreuses scènes mondiales en mettant en avant le savoir-faire guinéen, mélangeant art et cirque à travers leur spectacle Yé, qui signifie littéralement haut en français. Les 13 acrobates ont su ravir les spectateurs. Heureux de retrouver le bercail, ils ambitionnent de construire une école de cirque à travers les primes acquises lors de leur tournée. Voilà, effectivement, on a notre grand projet d'abord qui est en cours, créer une grande école de cirque. Voilà, donc c'est déjà en cours. Voilà, donc on veut mettre en œuvre ce métier, parce que vu que nos parents ne sont pas aptes, ils ont en tête que réellement ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas réellement un bon travail. Voilà, donc nous on a prouvé à la famille d'aujourd'hui, à nos parents d'aujourd'hui, que voilà, ce métier que nous exerçons aujourd'hui peut donner de l'avenir. Pour cette tournée, le groupe a fait 167 représentations dans le monde entier. Le secret de ces spectacles réussis est le talent incroyable des jeunes acrobates. Bien passé, les artistes sont impressionnants, ils jouaient quasiment tous les jours. Et nous, il faut savoir qu'on est 3 régisseurs différents pour pouvoir les suivre sur toutes les dates. Depuis plus de 25 ans, on fait de vente les branding guinéennes. Parce que le spectacle lié, il était l'année dernière au Festival d'Avignon, qui est l'un des plus grands festivals au monde. Donc il y a plus de 1410 spectacles représentés pendant 1 mois. Et Circus Baobab, ils ont fait 11 665 spectateurs pendant 1 mois. Ça veut dire que parmi les 1400 et quelques spectacles, Circus Baobab était le premier qui a eu plus que public. La compagnie Circus Baobab, en partenariat avec le Centre culturel franco-guinéen, se produira ce 27 janvier à Conakry avant d'entamer une tournée internationale qui s'étendra du 2 février 2024 au 31 décembre 2025.
Cannes 2023, le staff du Sili national de Guinée confère avec des journalistes guinéens présents en Côte d'Ivoire pour la couverture de cette messe continentale. Cet open presse exclusivement réservé à la presse guinéenne a duré 20 minutes. Le compte-rendu de Amadou Major Diallo. Après la bonne prestation du Sili national de Guinée contre les Lions indomptables du Cameroun sur le score d'un but partout, le Sili s'apprête à affronter la Gambie. C'était une opportunité pour la presse sportive aujourd'hui de faire face à 5 joueurs plus l'entraîneur pour nous expliquer les préparatifs contre cette formation gambienne et les leçons qui ont été tirées contre les Lions indomptables du Cameroun. L'entraîneur guinéen Kaba Diawara nous rassure qu'il a travaillé sur le plan tactique et sur le plan mental. On a de très bonnes nouvelles. On n'aura peut-être pas tout le monde, mais le staff médical et les kinés ont fait un gros travail. Et je pense que les garçons ont tellement envie de jouer que certains ont dépassé, ont précédé les délais, je veux dire. Donc on aura un effectif un peu plus complet pour le match de la Gambie. Quant à Agibou, l'homme phare de cette formation qui nous avait rendu la copie propre contre les Lions indomptables du Cameroun, il nous fait comprendre que l'état d'esprit est déjà là. Cette équipe gambienne, on ne va pas les sous-estimer. C'est une bonne équipe. Nous sommes là, nous sommes concentrés. C'est à cause de la Gambie, la Guinée, tout le monde nous a haïs, tu vois. Donc le match là, c'est un match de revanche, c'est un match de qualification pour nous. Après sa première sortie, le Sili national reste confiant et optimiste et surtout rassure le peuple de Guinée qui sont prêts pour la rencontre du 19 janvier face à cette formation gambienne au stade de Charles Konambani. Merci Amadou Major Diallo, notre envoyé spécial du côté de la Côte d'Ivoire. Aux Comores, Zali Assoumani a été réélu pour un troisième mandat consécutif. L'ancien putschiste de 1999, élu président de l'Union des Comores en 2002, 2016 et 2019, brigue un nouveau mandat de 5 ans, une élection contestée par l'opposition qui la juge frauduleuse et entachée d'irrégularités. Kinaboutia. Arrivé au pouvoir en 1999 par un coup d'État militaire, Azali Assoumani dirigera d'une main de fer. Dans le cadre des élections d'avril 2002, Assoumani démissionne pour briguer la présidence, élection qu'il remporte avec 75% des voix. Il devient donc le président de l'Union des Comores de 2002 à 2006. Pendant son mandat, il mène plusieurs réformes loyales. Le pays renoue avec le FMI et la Banque mondiale et engage des projets d'envergure tels l'ouverture de l'Université des Comores. Le 26 mai 2016, il devient à nouveau président de l'Union des Comores, promettant de mettre l'État de Comores sur les rails. Après 2 mandats présidentiels avec une gestion mitigée, en 2019, le président Azali va soumettre un nouveau référendum constitutionnel pour briguer un 3e mandat. Un projet qui passera haut la main. Le 14 janvier dernier, 340 000 électeurs étaient aux urnes pour élire leur président, avec une participation très faible estimée à 16,30% selon la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dimanche soir, la CENI avait pourtant fait état d'une participation dépassant les 60% selon les premières estimations. Une contradiction qui renforce la position de l'opposition. Elle dénonce de nombreuses irrégularités et a entaché le scrutin. Ce mardi 16 janvier 2024, lors de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles, le président sortant Azali Assoumani a été réélu pour un 3e mandat consécutif de 5 ans avec 62,97% de votes selon la Commission électorale nationale indépendante. Reste à savoir si la Cour constitutionnelle validera ou pas ces résultats. Il faut rappeler que des mouvements de contestation ont été signalés à plusieurs endroits de la capitale ce mercredi matin, des heurts en réaction à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle avec la réélection du président Azali Assoumani. Les forces de défense et de sécurité sont fortement déployées et sillonnent la ville. Voilà comment nous nous quittons au compte de cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À nous retrouver sur notre site d'information siaminfo.com. Au revoir.